Alors voilà, déjà, j'aimerais remercier Sébastien Tigler pour cette invitation, de même qu'Anne-Laure Brive et son service. Alors de fait, pour moi, c'est évidemment un plaisir de m'exprimer dans ce contexte. Alors l'ANACT, j'avoue que c'est la première fois que je participe à une réunion de l'ANACT, mais il faut dire que, comme ceux qui connaissent un tout petit peu la Suisse peuvent l'imaginer, nous autres archéologues en Suisse, on se sent relativement proche, on va dire, de certaines spécificités de l'archéologie des collectivités territoriales, pour des raisons que j'imagine je n'ai pas besoin d'expliciter plus longtemps. Maintenant, si je suis ici, c'est bien entendu du fait de la thématique du colloque. Je pense qu'on est tous d'accord, si vous êtes présents ici aujourd'hui, c'est que vous partagez on va dire, les préoccupations quant aux enjeux de ce colloque. Et de fait, aujourd'hui, je crois, j'espère du moins, que chaque archéologue, en tout cas dans cette salle, a pris conscience que si nous n'intégrons pas les questions environnementales dans nos problématiques et nos réflexions archéologiques, nous ruinons la crédibilité de notre discipline, sa crédibilité à la fois sur le plan éthique comme sur le plan scientifique, en fait. Et de même, il me semble que dans l'esprit de l'intitulé de ces rencontres, on prend désormais assez largement conscience de la dimension sociale des atteintes environnementales et donc de la nécessité, dans la réflexion écologique, à intégrer les enjeux de la justice sociale. Alors pour ma part, dans cette conférence d'ouverture, je compte traiter de manière assez simple des relations que notre discipline entretient avec l'aménagement du territoire, avec les secteurs donc du BTP et du génie civil, pour montrer en fait, en définitive, comment l'archéologie peut aider l'aménagement du territoire à œuvrer de manière plus durable. En fait, comment illustrer la nécessité dans ce contexte général des objectifs du développement durable, quelle que soit la définition du développement durable. De fait, vous savez bien que cette définition et les enjeux qu'elle sous-tend sont l'objet de pas mal de débats et de polémiques. Bref, je ne veux pas trop insister là-dessus. Et en fait, je vais reprendre ici des éléments d'un ouvrage que j'ai publié récemment aux Académies suisses des sciences. Donc l'ouvrage, il est là. Il est disponible en ligne, en open access, gratuit, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, ce travail, il tirait parti des enseignements de deux projets de recherche que j'ai dirigés entre 2013 et 2019, qui portaient sur, premièrement, l'archéologie autoroutière suisse, et son rôle pionnier dans la mise en place de l'archéologie préventive en Europe dès les années 1960, avec une attention particulière sur les bouleversements méthodologiques de ce tournant disciplinaire. Et deuxièmement, un projet sur l'examen des conséquences éthiques de l'implémentation de l'archéologie préventive et son impact sur les relations de notre discipline et la société. Donc un projet de recherche qui a finalement donné lieu encore à une exposition au Laténium, l'exposition Émotion patrimoniale, dont vous avez l'affiche ici en bas à droite. Alors, à ce stade, je pense qu'il est utile de préciser que l'ouvrage en question, il a pu tirer parti de la plateforme très large qu'offrait l'éditeur. Donc je l'ai dit, ça a été publié aux Académies suisses des sciences. C'est dans un contexte où justement on est invité, parce que je suis membre du comité de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, et dans ce contexte, on est invité à développer des propos qui sont susceptibles d'intéresser au-delà de notre discipline, et si possible, au-delà même de notre académie, donc celle des sciences humaines et sociales, les autres académies. Et ensuite, l'édition, la publication de ce travail m'offrait la possibilité de toucher des collègues concernés à toutes sortes de titres, à d'autres titres par l'aménagement. Et de fait, il me semble que l'ouvrage a rencontré un certain écho chez des juristes, curieusement. Donc ça, c'était ma première surprise, des géographes, bien entendu, et même, quoique très localement, au sein du secteur public et privé de l'aménagement du territoire. Alors bref, comme vous l'aurez deviné, je suis évidemment en faveur d'une forte concertation entre l'archéologie et l'aménagement. Or, même si bon nombre d'entre vous, je pense, partagent cette conviction d'une entente forte entre notre discipline, nos démarches, nos pratiques et
les acteurs de l'aménagement, tous les autres acteurs de l'aménagement du territoire. Il ne faut pas oublier que cet engagement de l'archéologie dans le temps présent, cette volonté des archéologues de participer en quelque sorte, on pourrait le dire comme ça, hein, idéologiquement, à la construction du futur, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qui mériterait d'être critiqué et qui n'est en tout cas pas une évidence pour tout le monde. Et de fait, cette implication des archéologues dans l'aménagement du territoire, elle entre en contradiction avec un cliché extrêmement répandu depuis longtemps, hein, comme vous le voyez, qui dépeint les archéologues sous les traits proprement antiquaires, donc vous pouvez vous noter ce terme, les traits proprement antiquaires de nostalgiques du passé. Donc nous serions des nostalgiques du passé, détachés des réalités du présent, et donc naturellement opposés au progrès, quel que soit ce progrès. Alors ce portrait assez convenu des archéologues, il nous place, nous, dans une position de contradiction essentielle avec les activités de construction, d'aménagement et en définitive même de création, plus largement avec l'ensemble de l'économie du développement, puisqu'elle menace le développement, puisqu'il menace l'intégrité des vestiges du passé. Alors, on l'a compris, c'est évidemment un cliché, mais nous connaissons tous des cas précis, des anecdotes qui semblent confirmer cette posture défensive de l'archéologue. Je pense bien sûr, et là on a quelques coupures de presse, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés ici par certaines de ces coupures de presse, j'espère pas. Enfin, je les ai prises au hasard sur Internet, hein, donc je n'ai pas pensé à mal. Donc des anecdotes qui semblent confirmer cette posture défensive. En fait, c'est généralement ces projets d'aménagement freinés ou prétendument abandonnés en raison de la découverte, je cite, de quelques cailloux, ou ça peut être aussi de quelques ossements. Alors, des scandales qui sont volontiers reliés dans les médias et qui contribuent à l'idée selon laquelle le patrimoine archéologique serait un obstacle sur la voie du progrès. Ce n'est pas moi qui parle, hein, la voie du progrès, mais c'est des choses qu'on entend quand même pas mal. Hein. Le patrimoine archéologique serait un obstacle sur la voie du progrès, un obstacle qu'on peut difficilement renverser et que bon nombre de nos contemporains s'évertuent donc à bousculer ou du moins à contourner plus ou moins habilement. Alors je reviendrai plus tard sur la réalité de cette opposition présente entre construction et protection du patrimoine, mais dans l'immédiat, on peut déjà relever, et là je pense que je prêche à des convaincus, que ces cas particuliers, enfin tous ces cas particuliers qui sont montés en épingle dans les médias, ces dysfonctionnements, ils sont précisément montés en épingle en raison des enjeux financiers et des oppositions sociales ou politiques que mobilisent certains grands projets d'aménagement. Alors, on connaît, du reste, de nombreux cas où, en fait, le retard d'un chantier de construction résulte en réalité non pas des découvertes archéologiques, mais de problèmes de liquidité, d'erreurs techniques ou de reconfigurations organisationnelles du chantier, mais où on accuse de manière un peu facile les archéologues. Et là où ça devient intéressant quand on est dans le métier, c'est qu'on sait que les archéologues y portent souvent volontiers le chapeau en échange de certains accommodements dans l'organisation des chantiers. Mais ça ne contribue évidemment pas publiquement à la reconnaissance de notre participation à ces projets d'aménagement. Quoi qu'il en soit, ce cliché, cette opposition simpliste entre archéologie et bâtisseurs, ce cliché, il doit avant tout être perçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une représentation imaginaire. Et c'est une représentation imaginaire très très forte. Et le terme, je crois qu'il n'est pas anodin, cette opposition entre construction et patrimoine, elle exprime de manière carrément paradigmatique les angoisses de la modernité elle-même. Et j'en ai ici une illustration, à mon sens, tout à fait intéressante. Il s'agit, pour ceux qui connaissent le film de Fellini, donc Roma. En fait, ce sont ces fresques antiques, alors qui sont évidemment très imaginaires. Donc ça, c'est des fresques romaines dans l'esprit de Fellini. Des fresques antiques que l'ère des temps nouveaux réduit en poussière lors de la construction du métro dans ce film Rome. En fait, c'est l'idée que le nouveau détruit irrémédiablement l'ancien. C'est une idée qui est très profondément ancrée dans la culpabilité des temps modernes. Et c'est là que nous, on se retrouve piégés, on va dire, dans cette représentation imaginaire.
Quoi qu'il en soit, pour se débarrasser des impressions trompeuses que peuvent donner certaines affaires, comme on a vu sur la dia précédente, et toutes ces polémiques récentes, il me semble utile, il me semble même essentiel, et ça va être mon propos, d'envisager les choses dans la longue durée et de poser très sérieusement la question du rapport entre bâtisseurs et archéologues en remontant en fait, jusqu'aux origines de l'archéologie moderne en Occident, c'est-à-dire jusqu'au XVe siècle de notre ère. Alors, à l'examen historique, on doit en effet constater une étonnante proximité entre les deux domaines, construction et archéologie, une proximité qui contredit assez catégoriquement le postulat d'une opposition de principe entre notre discipline et l'économie de la construction. Ainsi, on peut observer que dès la Renaissance, dans la Rome du Quattrocento, ce sont précisément les projets de voirie et d'embellissement urbain du pape Jules II, que vous avez là en haut, qui ont occasionné la redécouverte de ces ruines antiques dont l'exploitation idéologique a permis la naissance de l'archéologie. Plus tard, au XVIIIe siècle, dans une autre grande étape du développement de notre discipline, de ce qui va devenir la discipline archéologique, le progrès des études antiquaires est largement tributaire de la modernisation des réseaux routiers et du développement du corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Il en va d'ailleurs de même pour ce qui touche aux réformes agraires du XVIIIe, suscitées par le mouvement physiocratique. Et comme vous le savez, c'est surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle que s'affirme réellement notre discipline. Or, cet essor, il est indissociable des innombrables découvertes suscitées par le développement urbain et la construction des réseaux de communication modernes, notamment les premières voies ferroviaires. Alors, dans certaines régions, je pense en particulier aux grandes plaines des pays nordiques, il en va de même des grandes entreprises de bonification des terres agricoles, qui vont permettre l'identification et l'exploration d'innombrables vestiges préhistoriques, donc ces anomalies que les travaux mettent en évidence, en fait, révèlent de véritables paysages archéologiques, et il en va de même chez nous en Suisse, avec ce qu'on appelle la correction des eaux du Jura, donc l'abaissement artificiel des eaux des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, qui va provoquer la découverte d'innombrables stations palafitiques. Alors, bien sûr, vous pourrez me rétorquer qu'en somme, cette interdépendance entre archéologie et génie civil, entre archéologie et construction, elle est circonstancielle. Ça tient tout bêtement à l'emprise des travaux d'aménagement sur le sous-sol. Pour construire, il faut creuser, et quand on creuse, on trouve du passé. Alors, oui, certes, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Comme on le verra, on a véritablement affaire, dès les origines de l'archéologie, à une dynamique d'échange réciproque entre les bâtisseurs et l'archéologie. Et pour reprendre le développement historique que j'ai esquissé tout à l'heure, donc je reviens maintenant en arrière, aux origines de l'archéologie en Occident. Il s'avère en effet qu'à la Renaissance, ce sont précisément les architectes des papes qui ont été les principaux protagonistes de l'exploration des antiquités. À l'instar de Raphaël, auquel le pape Léon X, donc le successeur de Jules II, avait confié simultanément la reprise du chantier de la basilique Saint-Pierre et la responsabilité des fouilles archéologiques romaines. Donc l'idée, c'est que ces architectes, ces sculpteurs, ces peintres, ils ont clairement perçu le potentiel et la portée des explorations archéologiques pour leurs propres projets artistiques. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire du nouveau, ils ont pu... leur activité de création s'est épanouie précisément du fait de son ancrage dans l'exploration du passé. En fait, les œuvres et les monuments antiques mis au jour alimentaient le répertoire des formes et des techniques et offraient des modèles bienvenus pour le renouvellement des arts. Alors, ce qui se passe à la Renaissance, on l'observe d'une manière assez différente au XVIIIe siècle, où on peut observer que la plupart des innovations méthodologiques en archéologie ont été effectuées, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, précisément au sein du corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Dans nos États modernes, donc on va dire, on a l'étatisation, l'affirmation des États modernes au XVIIIe siècle, la création de corps d'ingénieurs, et c'est au sein de cette corporation qu'ont été développées les principales innovations méthodologiques dans notre discipline. Et ça, en fait,
euh, comment on peut expliquer ça? C'est qu'en fait, pour ces nouveaux agents du développement territorial, donc les ingénieurs des ponts et chaussées dans le langage, dans le jargon du XXIe siècle, ce seraient des agents du développement territorial, en fait, pour eux, la fouille n'était pas simplement une affaire de curiosité antiquaire, c'est-à-dire, oui, on creuse pour construire une route, et puis, oh tiens, des vestiges antiques, oh c'est sympa, on va consacrer un petit peu d'effort à ça. Non, en fait, pour eux, ça avait un véritable sens, dans la mesure où la qualité unanimement reconnue des ouvrages d'art et d'architecture antiques, romains en l'occurrence, en fait, faisait que pour eux, les vestiges mis au jour pouvaient servir de modèle. En d'autres termes, l'étude archéologique des techniques de construction antiques formait une sorte de laboratoire de recherche et développement, donc le fameux R&D, pour le perfectionnement du génie civil et militaire. Donc là encore, on voit l'apport considérable de l'archéologie pour le développement de corporations de bâtisseurs. Et dans le contexte plus large des Lumières, ce rôle essentiel des ingénieurs dans l'affirmation disciplinaire de ce qui va devenir l'archéologie, ça s'inscrivait du reste parfaitement dans le projet des encyclopédistes, qui visait, vous le savez, au progrès des arts et des sciences par l'analyse rationaliste de l'histoire des techniques ainsi que de l'étude comparée des arts et métiers vernaculaires. Donc en fait, l'idée, c'est d'examiner le passé, mais de lui apporter une rationalisation que leurs auteurs antiques, anciens ou vernaculaires ne leur accordaient pas, ce qui va permettre donc le développement des arts et métiers. Enfin, au XIXe siècle, alors sans même parler de bouchées de pertes et des grands terrassements dans la vallée de la Somme, il apparaît qu'à l'instar de Gabriel de Mortier, que vous avez là à droite, eh bien, ce sont, il faut le dire, principalement des ingénieurs des mines et des géologues engagés sur les grands chantiers d'aménagement qui ont contribué à l'affirmation des méthodes et des cadres de référence de la nouvelle science archéologique, du moins pour tout ce qui concerne l'archéologie préhistorique. Et l'implication décisive de ces gens qui venaient donc des sciences de la terre et de la nature, de ces techniciens dans la recherche archéologique, elle s'est traduite par des apports heuristiques massifs. Alors on peut relever l'émergence des premières approches paléo-environnementales, le recours à la chimie, à la physique des matériaux, je pense à l'archéométallurgie, la conservation-restauration, mais plus largement, c'est à eux, c'est à ces spécialistes des sciences de la Terre, à ces ingénieurs des mines, qu'on doit la mise en œuvre des approches stratigraphiques et technologiques. En bref, l'histoire de l'archéologie, quand on l'envisage sur la très longue durée, elle dément clairement les représentations imaginaires évoquées tout à l'heure, selon lesquelles l'archéologie serait, entre guillemets, par nature, opposée à la construction et au développement territorial. Au contraire même, vous l'aurez compris, puisque le secteur de la construction a joué un rôle essentiel dans la naissance, puis dans l'affirmation de la discipline, tout au long des principales étapes de son affirmation. Alors, dans ces circonstances, comment est-ce qu'on peut expliquer le cliché que je dénonçais tout à l'heure? En fait, ce cliché, il ne tombe pas du ciel. Alors, sans pouvoir entrer ici dans tous les détails de l'analyse, qui est en fait une analyse d'histoire sociale des sciences que j'ai développée dans ce petit livre, on pourrait dire, pour faire court, qu'il résulte de certains tournants qui remontent aux premières décennies du XXe siècle, lorsque cette relation presque symbiotique entre construction et archéologie s'est progressivement tendue avec la mise en place précisément des premières réglementations archéologiques et la création des organes étatiques indépendants de protection du patrimoine. Donc là, on a affaire à un changement de perspective, c'est-à-dire au moment où la discipline archéologique s'affirme véritablement en tant que telle, c'est-à-dire que la naissance de la discipline archéologique, c'est environ 1900 seulement, la mise en place des premiers cadres juridiques, réglementaires, en fait, là, tout à coup, il y a une situation de tension entre les archéologues d'une part et les agents du développement d'autre part. Alors, pendant un moment, ça ne va pas trop prêter à conséquence. En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, on arrive à trouver plein d'accommodements. C'est là que je parlais d'histoire sociale des sciences. En fait, ce qu'il y a, c'est que les archéologues ou les gens qui défendent les intérêts de la protection du patrimoine jouissent d'un très fort crédit politique. En fait, c'est un crédit politique qui est assuré aux biens patrimoniaux dans le contexte idéologique
de notre Europe du XXe siècle, du début du XXe siècle. Et ça a permis de compenser la faiblesse institutionnelle de l'archéologie. Donc, de fait, il y avait des lois. En revanche, les archéologues, il y avait très peu de moyens, il y avait très peu de dispositifs de financement. Donc, en fait, les archéologues, ils avaient des arguments qui étaient très forts du point de vue politique, idéologique, mais ils avaient très peu de pouvoir. Donc, en fait, ils devaient convaincre. Ils étaient forcés à convaincre, en fait, pour faire respecter les lois. Mais ils avaient pour ça un outil considérable, un outil extrêmement précieux, qui était la valeur identitaire du patrimoine dans ce premier XXe siècle. Et ça fait que ça a permis, on va dire, aux choses de se développer malgré cette situation qui se tend d'une manière suffisamment, constructive, mauvais terme, harmonieuse, relativement harmonieuse quand même. Et ça, c'est précisément ce qui va changer après la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a un basculement qui tient au discrédit généralisé des valeurs identitaires. Donc là, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un tableau. Et ce discrédit n'a pas pu compenser le manque de moyens d'une archéologie encore largement non professionnelle. C'est-à-dire que l'archéologie, elle n'est pas plus forte après la Deuxième Guerre, mais son principal atout, qui était de pouvoir tabler sur ses valeurs identitaires, etc., nos ancêtres, tout ça, les ancêtres, ça pèse plus très lourd dans les années 50. Et donc c'est le moment où l'archéologie a commencé à se faire vraiment gravement marcher dessus et où elle s'est placée dans une espèce de politique d'obstruction assez systématique. Alors ça, vous imaginez bien dans le contexte de l'extraordinaire croissance économique des 30 Glorieuses. Et dans les années 60, on assiste à la concrétisation définitive de ce retournement de situation qui s'exprime par une véritable rupture des relations autrement jusqu'alors très collaborative entre notre discipline et l'univers du BTP. Et de fait, l'essor frénétique, souvent irréfléchi de l'activité de construction dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, a entraîné, on le sait, une intensification spectaculaire des atteintes au patrimoine qui a placé l'archéologie et le génie civil dans une véritable relation de confrontation. Et c'est précisément dans ce contexte qu'émergera la notion de sauvetage archéologique. On a maintenant affaire à une nouvelle génération d'archéologues qui perçoit son activité comme une mission de résistance au bétonnage du paysage. En fait, ça, c'est la génération de nos profs, à peu près, ou plutôt, les profs, ils n'étaient pas toujours très concernés, donc c'est la génération de nos prédécesseurs, d'une certaine manière. Donc, qui se voient, on va dire, investis d'une mission de résistance au bétonnage du paysage, et qui, on va dire, leur travail consistait en quelque sorte à se faufiler parmi les tracts et les engins de chantier pour sauver les vestiges archéologiques de la mainmise des démolisseurs. Alors cette attitude de résistance, elle a été encouragée par une frange de l'opinion publique, et une frange toujours plus importante et toujours plus active dans le contexte de mutations sociétales qui ont entraîné l'émergence d'une nouvelle perception du patrimoine et de l'archéologie que l'anthropologue Daniel Fabre, que vous connaissez certainement, a désigné par le terme d'émotion patrimoniale. Alors je parle ici d'événements qui ont assuré les bases de la professionnalisation récente de l'archéologie, avec la mise en place d'institutions de sauvegarde renouvelées et surtout grâce à la mise en place de mécanismes nouveaux dans ce qu'on appelle la gestion du patrimoine. En Suisse, donc je l'ai dit, on a des développements assez précoces. C'est quelque chose qu'on observe dès les années 1960 avec le concept assez bizarre de sauvetage programmé. Donc, ça me paraît étrange, mais c'est vraiment un terme qui était utilisé et qui, de fait, l'est encore parfois par certains de mes collègues. Donc, ce concept de sauvetage programmé qui a été développé dans le contexte de l'intégration des archéologues dans la conception et la réalisation du réseau autoroutier fédéral. Alors, en Suisse, je l'ai dit, ce tournant, il a été à la fois très précoce, maladroit et lent. Ailleurs en Europe, c'est quelque chose qui s'est imposé qu'à la fin du XXe siècle, lorsqu'une meilleure gestion politique des chantiers du développement territorial a conduit à l'émergence de l'archéologie préventive qui s'est trouvée consacrée par la Convention de Malte en 1992. Alors tout le système repose dorénavant, vous le savez bien, sur l'anticipation des atteintes au patrimoine. Et fondamentalement, notre archéologie préventive, elle fonctionne sur le principe d'une concertation préalable avec les aménageurs, en mobilisant à cet effet
de nouveaux mécanismes de diagnostic et de recherche. Alors au-delà des procédures politiques, administratives, voire technocratiques qui ont favorisé ces rapports désormais plus collaboratifs entre l'archéologie et l'aménagement, j'aimerais brièvement évoquer des choses que vous connaissez certainement, les enjeux scientifiques de ce passage d'une archéologie de sauvetage à notre archéologie préventive, qui représente à mes yeux véritablement un tournant majeur dans l'histoire de la discipline, sur les plans à la fois épistémologiques et méthodologiques. Alors ce tournant, il se manifeste tout d'abord dans l'éthique disciplinaire. Dorénavant, on ne fouille qu'en dernier recours, lorsque les sites sont réellement menacés. Et surtout, les archéologues se sont résolus à ne pas préserver à tout prix les sites découverts. Alors, on considère en quelque sorte que certains dommages sont inévitables, et ça fait que l'archéologie préventive admet désormais la destruction des sites à condition d'en assurer la fouille et l'étude selon des standards très exigeants qui permettent d'en sauvegarder au moins durablement la mémoire. Alors sur le plan pratique également, l'archéologie préventive s'est traduite par un véritable bouleversement des perspectives heuristiques de la recherche. Très concrètement, les archéologues ont su tirer avantage des infrastructures logistiques des grands projets de développement, notamment les fameuses pelles rétro, pour perfectionner ce qu'on peut désigner comme l'ingénierie de la fouille et pour développer l'éventail des techniques de diagnostic. Alors, de nouvelles méthodes qui sont fondées sur la confrontation des échelles d'analyse et la combinaison des visions verticales et horizontales ont ainsi permis de mettre en place, de mettre en évidence des traces discrètes, des traces qui jusqu'alors étaient absolument imperceptibles, ce qui permet aux chercheurs d'aujourd'hui de prendre en compte des catégories de faits archéologiques qui étaient totalement inaccessibles auparavant. Et par ailleurs, grâce à la mobilisation massive des sciences naturelles, géomorphologie, paléobotanique, archéozoologie, etc., l'archéologie s'est donné les moyens de reconstituer l'histoire de l'environnement de manière extrêmement détaillée, identifiant ainsi les empreintes parfois très indirectes des activités humaines au cours des derniers millénaires. Enfin, avec le concours des SIG, l'intégration des données environnementales a conduit même l'archéologie à se distancier des notions traditionnelles de monuments et même de sites archéologiques pour considérer dorénavant l'ensemble du territoire comme une substance patrimoniale. Ça, c'est évidemment un enjeu majeur, c'est que le territoire est une substance patrimoniale. Il n'y a pas de la substance quelque part, c'est le territoire qui est une substance patrimoniale. Et ça nous permet de mettre en lumière les rapports diachroniques entre l'homme et ce qu'on appelle son environnement, en considérant que depuis les origines de la présence humaine, nature et culture sont inséparablement liées. Alors à ce stade, j'imagine que vous voyez où je veux en venir, parce que notre familiarité avec les outils, les concepts et les références de l'univers de la construction et du développement territorial me paraît autoriser le franchissement d'une nouvelle étape, d'une étape supplémentaire, celle d'une intégration pleine et entière, une intégration pleine et entière des savoirs archéologiques dans les pratiques des acteurs de l'urbanisme et de la planification territoriale. C'est-à-dire qu'actuellement, on est... Enfin, non, j'y viendrai après. Donc, ça m'amène à mon dernier point qu'on pourrait intituler « L'archéologie, un outil d'aménagement du territoire ». Alors, au préalable, il me faut cependant revenir sur certaines caractéristiques de l'archéologie préventive. En effet, à distance des visions traditionnelles de l'archéologie, qui se focalisent, vous les voyez à gauche, sur des sites caractérisés par une certaine permanence patrimoniale, on va dire flagrante, les nouvelles formes d'archéologie, à droite, qui se sont imposées au cours de ces dernières décennies, elles considèrent, je l'ai déjà souligné, elles considèrent l'ensemble du territoire comme une substance archéologique. Et l'approche préventive permet réellement de révéler du patrimoine là où personne ne s'y était attendu, là où en fait très peu de gens le voient, peuvent le voir à part nous, et où personne ne pourrait s'y attendre. Donc, on est dans des champs anonymes, dans des friches en apparence insignifiantes, comme sur les images de droite. Alors, sur cette base-là, qu'est-ce que font en fait les aménagistes ?
on peut regarder c'est quoi les exigences de l'aménagement du territoire. En fait, l'aménagement du territoire, le travail d'aménagement territorial, il consiste en somme à planifier les axes du développement sur le long terme. Donc là, j'idéalise évidemment, hein, ça c'est vraiment les ambitions de l'aménagement du territoire, c'est de planifier les axes du développement sur le long terme en cherchant une adéquation optimale entre les propriétés physiques des espaces considérés, d'une part, et leur mode d'utilisation, d'autre part. Donc, il y a des terrains qui sont plus ou moins adaptés à différentes fonctions, et ces fonctions, elles évoluent avec le temps. Donc, on doit faire de la prospective pour imaginer les besoins futurs, et on adapte l'aménagement du territoire, où est-ce qu'on met des routes, où est-ce qu'on met des voies de chemin de fer, où est-ce qu'on fait une zone industrielle, etc., en fonction de ces propriétés. Alors ces opérations, elles s'effectuent, on l'a bien compris, en fonction de besoins futurs qui sont évalués sur la base de modèles prospectifs. Donc en cette affaire, les aménageurs doivent évidemment tenir compte de l'état de choses actuel, enfin ce que j'appelle l'état des choses actuelles. Alors on peut penser aux contraintes du parcellaire, de la propriété foncière, à l'emplacement d'un cours d'eau. Il y a une rivière, elle est là, on ne peut pas l'enlever, ou disons c'est très compliqué. Les accidents du relief, l'extension d'une forêt, la présence d'une église médiévale, par exemple. Donc ça, tout ça, c'est l'état de choses dont les aménagistes doivent tenir compte. Or, cet état de choses, il n'est pas uniquement matériel, il n'est pas uniquement réglementé sur le plan juridique. En fait, il appartient également au registre des représentations symboliques. En fait, le travail des aménageurs, il s'effectue aussi sous la contrainte des valeurs sociales qui sont conférées aux éléments du paysage. Alors là, je vous ai mis le paysage culturel par excellence, c'est les coteaux, les vignobles. Enfin, j'ai compris qu'on est dans un autre vignoble, mais bon, ça c'est les vignobles du Lavaux, donc au bord du lac Léman, que certains appellent le lac de Genève, par erreur. Donc les coteaux du Lavaux qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc un très beau paysage, mais en fait, c'est pas que c'est un très beau paysage, c'est que c'est un paysage façonné par des générations de vignerons. Et ça, depuis, on va dire, en tout cas 8 siècles. Et c'est ça qui a permis la mise en culture de ces pentes extrêmement arides. Donc en fait, c'est 8 siècles de lutte contre l'érosion qui ont permis le développement de ces vignobles. Alors ici, on a vraiment clairement affaire à ces valeurs sociales dont je vous parlais. Et ces valeurs-là, elles sont fortement imprégnées de traditions et d'expériences historiques. Donc là, on a affaire à un paysage qui est puissamment valorisé, pas seulement parce que c'est en fonction d'une beauté naturelle, entre guillemets, mais bien parce qu'il s'agit d'un paysage dit culturel qui manifeste, je l'ai dit, le labeur séculaire de générations de vignerons qui ont lutté contre l'érosion sur ces pentes abruptes. Et à cet égard, je crois qu'on peut dire que l'apport de l'archéologie, il est double. En premier lieu, en fait, sur un plan très pratique, nos enseignements historiques et culturels sur les modes anciens d'occupation du territoire sont susceptibles d'apporter aux aménageurs la démonstration précieuse d'une viabilité physique ou non, d'une viabilité physique garantie par l'expérience archéologique du temps long. À titre de contre-exemple, on rappellera évidemment comment, et on va dire toutes les catastrophes récentes nous le rappellent quand même de manière assez évidente, comment au cours de ces dernières décennies, le renforcement des moyens et la croissance des potentialités logistiques du secteur de la construction a trop souvent encouragé l'aveuglement des bâtisseurs. Donc à grand renfort de terrassement, on a bâti dans des zones dont on mesurait mal les risques. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas envisagé les dangers sur la longue durée. En fait, on les envisage sur quelques décennies. Et là, les archéologues peuvent apporter la richesse de leur expérience sur la très longue durée. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, prend une signification et une portée toute particulière. Depuis quelques années, ça devient particulièrement flagrant. Et je pense que c'est quelque chose qui devient surtout compréhensible par vraiment n'importe qui. Enfin, il faudrait vraiment être buté pour ne pas voir l'enjeu. Alors, cela dit, je pense que l'apport spécifique essentiel du savoir archéologique dans l'aménagement du territoire, aujourd'hui, il réside surtout sur un autre plan, sur ce terrain symbolique que j'évoquais tout à l'heure. En effet, en restituant l'expérience cumulée de millénaires de formes d'occupation variées du territoire, eh bien, l'archéologie, elle peut alimenter
un énorme réservoir de références culturelles, donc des références anciennes, dont l'histoire et la mémoire ont parfois perdu la trace, et que la recherche archéologique permet, seule ou pas, de restituer. Or, ces références à des aménagements passés doivent nous permettre à nous, à notre génération et aux générations suivantes, de bâtir l'avenir en s'appuyant sur ce qu'on veut retenir du passé. Et là, vous percevez bien entendu l'enjeu de durabilité qui réside dans cette préoccupation. Alors, on peut prendre des exemples, juste pour donner quelques exemples concrets. En fait, je ne sais pas, en identifiant la grille cadastrale antique ou le tracé effacé d'une voie romaine, comme sur l'image de droite, ou en retraçant, grâce à l'analyse sédimentaire, le cours d'une rivière fossile qui est comblée depuis des siècles, voire des millénaires, ou alors en mettant au jour les vestiges d'un établissement artisanal proto-historique sous des terres qui sont dévolues à l'agriculture depuis le Moyen-Âge, ou encore en exhumant les traces d'un campement mésolithique sous une bretelle autoroutière. Mais en fait, toutes ces observations archéologiques, dans chacun de ces exemples concrets, permettent aux archéologues de livrer des pistes susceptibles d'inspirer, pas de dicter, mais d'inspirer la réaffectation, actuelle ou future, des espaces en question. En l'occurrence, ces diverses découvertes, elles peuvent par exemple suggérer la réorientation du parcellaire actuel sur des bases réelles et historiques. Elles peuvent suggérer le positionnement d'un nouvel axe de circulation. Et de fait, les connaissances acquises grâce aux interventions archéologiques peuvent ainsi stimuler la régénération d'un cours d'eau fossile ou le lieu précis d'implantation d'une usine ou d'un espace de loisirs. Dès lors, en construisant l'usine sur le site où ont été mis au jour les vestiges d'une forge antique, par exemple, ou en implantant une aire de repos autoroutier à l'emplacement d'un campement de chasseurs-cueilleurs tardi-glaciaire, on instaure, en définitive, un lien signifiant entre le passé et le présent. D'autres termes, on redonne du sens et de l'épaisseur historique au territoire. Alors, a priori, la portée de ce gain de sens, d'épaisseur historique, peut paraître modeste si on pense à des territoires très riches de traditions historiques, qui sont ceux où l'archéologie du XXe siècle s'était beaucoup concentrée. En revanche, cette portée, elle prend une toute autre dimension si on considère la plupart des terrains sur lesquels se pratique aujourd'hui l'archéologie préventive, c'est-à-dire ces lieux d'apparence anonyme où s'effectue dorénavant la majeure partie des grands projets d'aménagement. Et de fait, nos chantiers archéologiques sont souvent implantés dans d'apparents déserts culturels, dans ces zones périurbaines où on bâtit des entrepôts, des centres commerciaux et de nouveaux lotissements, ou dans ces mornes plaines dévolues à l'agriculture intensive, où on implante des réservoirs, des aéroports, de nouvelles bretelles autoroutières, etc. Donc, dans de tels contextes paysagers, où les sources et la mémoire historique sont souvent muettes, nos contemporains ont clairement la conviction d'avoir affaire à des espaces vides, à des no man's land, à des non-lieux. Et c'est précisément pour ça que l'apport de l'archéologie peut s'avérer essentiel. Nos recherches, en effet, elles nous permettent de dépasser l'anonymat apparent de ces espaces déshérités et en révélant les traces des époques antérieures aux grands axes de l'aménagement territorial moderne, l'archéologie permet en quelque sorte de repeupler ces no man's land et de leur redonner une véritable substance culturelle. Or, en se fondant sur ces ressources scientifiques, sur les enseignements de l'archéologie, en bref, en prenant compte les réalités spatiales du passé, les projets de développement actuels et futurs peuvent y gagner, je pense, une caution précieuse, celle d'une authenticité qui est de fait très valorisée culturellement. Je vous parlais des émotions patrimoniales tout à l'heure. En somme, construire en s'inspirant ou en faisant référence à des caractéristiques antiques de l'occupation du territoire me permet d'assurer des bases extrêmement solides pour l'aménagement du territoire aujourd'hui et demain. En somme, l'archéologie, ou on va dire en définitive, l'archéologie peut et doit se percevoir comme une ressource précieuse pour la valorisation culturelle de projets de développement et l'orientation de ces projets de développement dans une perspective de durabilité. Et bien entendu, tout ça favorisera leur acceptabilité sociale, d'une part, mais aussi leur crédibilité politique. Alors pour ce qui touche au développement durable,
vous avez assurément bien perçu à quel point la durabilité imprègne l'ensemble de mon propos, tel qu'il est couramment défini, le développement durable implique en effet une articulation solide entre les dimensions économiques, environnementales et sociales. Or, à mes yeux, tenir compte des valeurs culturelles et des enseignements matériels livrés par l'archéologie permet d'assurer aux projets proprement économiques de développement les conditions d'une certaine viabilité écologique, d'une part, mais aussi d'une certaine participation sociale. Et là, c'est ce qu'on voit ici sur cette illustration. En fait, c'est l'appropriation sociale et culturelle de projets de développement ou de régions qu'on a rendues, où on met des choses d'aujourd'hui. En conclusion, on pourrait dire que l'archéologie, elle offre aux aménageurs des enseignements précieux sur les exigences de la durabilité environnementale, ainsi qu'un support matériel pour une identification collective, émotionnelle avec le territoire. Et pour ce qui nous intéresse au premier chef, l'archéologie, elle rappelle à nos contemporains, alors les politiques et les aménageurs, bien sûr, mais plus largement à toutes et tous nos concitoyens, concitoyennes, que le territoire est une matière vivante, riche de patrimoine, qui est parfois visible, mais qui est souvent encore enfoui. Il est riche de mémoire, il est riche de souvenirs, là encore, des souvenirs parfois vivants, mais souvent oubliés, dont la présence sous la surface de notre quotidien permet, en quelque sorte, d'enchanter ou de réenchanter les terrains les plus familiers et même les plus banals en apparence. Donc, pour le dire en termes simples, telle qu'elle se pratique désormais, l'archéologie peut contribuer à donner du sens à l'espace. Alors maintenant, permettez-moi encore quelques réflexions en guise d'épilogue. Alors, comme j'espère l'avoir montré par mon rapide développement historique, je crois pouvoir dire que l'intégration des enseignements de la recherche archéologique dans l'aménagement du territoire ne constitue en définitive qu'un juste retour des choses, si on envisage les choses sur la longue durée depuis la Renaissance. Contrairement à ce que certains excès disciplinaires de la fin du XXe siècle ont pu nous faire croire, notre discipline n'a jamais eu vocation à n'être qu'un instrument de connaissance gratuite. Donc si on fouille, ce n'est pas juste pour apprendre des choses sur le passé. De fait, le passé ne prend signification que par l'enrichissement qu'apporte sa confrontation avec les interrogations du présent. Et c'est en ce sens qu'une action réflexive des responsables de la protection du patrimoine contribue de manière intrinsèque à la mise en œuvre du développement durable. Et à cet égard, vous aurez remarqué que j'ai évité jusqu'ici toute référence explicite à la Convention de Faro. Mais entre les lignes, vous aurez certainement compris que mon propos s'inscrit dans l'esprit de la Convention de Faro, puisque, à mon sens, le partage public qu'encourage la Convention de Faro ne constitue pas un élargissement des perspectives de l'archéologie, une sorte de complément politiquement correct dans l'air du temps. Il s'agit de toute autre chose. On peut dire au contraire que, comme le montre l'histoire de l'archéologie sur la longue durée, ce partage social, il réside au cœur de notre activité, en définitive, si on admet le caractère incontournable, indispensable même, de la prise en compte des représentations symboliques que véhicule le patrimoine, il nous force en quelque sorte à dépasser les excès auxquels a conduit la professionnalisation de l'archéologie, cette appropriation savante que se sont autorisés les professionnels au nom de la protection du patrimoine. En somme, j'ai personnellement la conviction que l'enjeu consiste à sortir de la posture défensive, voire défaitiste, corporationniste et défaitiste, dans laquelle notre discipline s'est trop souvent enfermée dès le début du XXe siècle, mais surtout dans la deuxième moitié du XXe, pour envisager aujourd'hui et demain, de manière plus constructive, nos rapports avec la société civile. Et à cet égard, il faut garder à l'esprit la distinction capitale, une distinction capitale que je ferai, et je crois que je ne l'invente pas, celle-là, il me semble, mais c'est une distinction entre protection et sauvegarde du patrimoine. Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une subtilité linguistique. En effet, pour moi, la protection du patrimoine est une action défensive, ou même plutôt une réaction à une menace, alors que la sauvegarde du patrimoine, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux.
En fait, elle n'est pas réactive, la sauvegarde, elle est proactive. Elle envisage à la fois tout ce qui peut contribuer à l'identification du patrimoine avant sa reconnaissance publique et à tout ce qui permet au patrimoine de vivre et de se perpétuer à l'avenir. En d'autres termes, et là je parle autant comme enseignant que comme directeur de musée, notre mission de sauvegarde consiste fondamentalement à concilier les intérêts parfois divergents de la recherche scientifique, de la protection du patrimoine et ceux de la médiation publique, puisque l'enjeu réside dans la transmission de ce patrimoine pour les générations futures. On l'aura compris, la sauvegarde du patrimoine, c'est en fait transmettre quelque chose de vivant. Donc en fait, on ne peut pas s'approprier des choses et prétendre ensuite que la société se les approprie. On doit les faire passer au public plus largement. Je vous remercie de votre attention.